want to know what it is. Pause. Voici une situation. Deux personnages face à face. Morpheus et Neo. Deux individus réunis dans la même pièce, et que pourtant tout sépare, y compris la mise en scène. La manière qu'a cette séquence de les séparer, c'est le champ contre champ. Vous l'avez sûrement déjà entendu, car c'est la technique universelle que tous les films, ou presque, utilisent. Regarder un film a quelque chose de magique. C'est un moment hors du temps, durant lequel chacun de nos sens est mis à contribution. Ce que l'on ressent devant un écran est plus affaire de sensations qu'autre chose, et il est parfois difficile de le comprendre. À leur manière, les cinéastes sont devenus les magiciens des temps modernes. Comme tous les enfants, nous avons tous rêvé de comprendre le secret de la disparition, la trappe cachée, le complice camouflé dans l'ombre. Mais on ne cesse de nous répéter que si l'on comprenait le secret du magicien, alors il n'y aurait plus rien de magique. Et si en comprenant le truc, il devenait encore plus fascinant, encore plus magique. Si vous avez envie de comprendre ce qui se passe réellement à l'écran, de comprendre comment le cinéma vous fait ressentir, alors vous êtes au bon endroit. Bienvenue à tous dans le Focus, l'émission qui décrypte toutes les techniques du 7e art. Aujourd'hui, focalisons-nous sur le champ contre champ. Alors, le champ contre champ, c'est quoi? C'est filmer une scène sous un angle, choisi préalablement, puis filmer la même scène sous un angle opposé de 180 degrés. C'est donc montrer deux points de vue. Faisons un schéma. Ça, c'est Morpheus, et ça, c'est Neo. Si on veut filmer Morpheus comme ça pendant qu'il parle, on ne peut pas filmer Neo n'importe comment. C'est ça le truc. Il faut que la caméra soit placée selon un angle opposé, mais du même côté des personnages. C'est la règle des 180 degrés. Mais nous y reviendrons plus tard. Mais du coup, ça vient d'où? Parce qu'au début du cinéma, on représentait l'action comme si on plaçait la caméra devant une pièce de théâtre. Et l'action se déroule sans jamais changer d'axe. Comme ça. Georges Méliès, qui réalise ce film, dit d'ailleurs exploiter le cinéma dans sa voix théâtrale spectaculaire. Il rapproche donc à la fois sa narration, mais aussi sa manière de filmer de la vision qu'a le spectateur au théâtre. Et vous savez quoi? Avant de devenir réalisateur, Georges Méliès était illusionniste. C'est en 1900 que James Williamson, un réalisateur britannique, sort pour la première fois de son chapeau le champ contre champ. Vous avez vu? Voici le champ. Et voilà le contre-champ. L'historien Georges Sadoul qualifie ce mouvement mythique du cinéma de style de récit typiquement cinématographique qui paraît avoir été inconnu en 1900. Et il a bien raison, car James Williamson est le seul à utiliser cette technique pendant bien longtemps. Ce qu'il veut dire, c'est que ce n'est pas que le champ contre champ n'existait pas au début du siècle, puisque James Williamson le faisait déjà en 1900, mais que personne d'autre, ou presque, ne l'utilisait. C'était une technique incomprise et qui n'avait pas lieu d'exister pour la plupart des films. Pour comprendre ça, il faut remonter un peu aux origines du cinéma. À la fin du 19e siècle, lorsque les frères Lumière inventent le cinématographe, ils filment des scènes du quotidien, comme la sortie des ouvriers de l'usine Lumière à Lyon, ou la fameuse entrée en gare du train de la Ciotat. Mais les films n'ont pas tout de suite pour but de raconter. D'ailleurs, les premiers outils filmiques ont beaucoup été utilisés comme des outils scientifiques, en filmant des animaux en pleine course afin de comprendre leur fonctionnement anatomique par exemple, puis peu à peu, la caméra est devenue un outil de divertissement. À l'époque, les grands rassemblements populaires se faisaient devant une scène. C'est l'âge d'or des magiciens, des marionnettes et des acteurs de vaudeville. Et c'est donc tout naturellement que certains ont commencé à utiliser le cinématographe comme partie intégrante de leur spectacle. Grâce aux manipulations que permet la découpe de la pellicule, des réalisateurs du début du siècle dernier ont créé des tours de prestidigitation que l'on peut considérer comme les ancêtres des effets spéciaux. Mais à l'époque, il ne fallait pas que le spectateur voie le secret du magicien, le clou du spectacle, que l'on a plus tard appelé le montage. Et lorsque l'on a commencé à montrer les secrets du tour, on a commencé à raconter. Parce que lorsque la caméra se coupe, on accepte de ne pas être dans l'espace-temps réel. On sait en tant que spectateur que l'on assiste à de la narration. Nous avons conscience que le magicien nous manipule. Mais on l'accepte. C'est ça la cinématographie. Les cinéastes ont rapidement commencé à montrer leurs personnages en plan plus serré, et où ils les mettaient seuls dans le cadre. Mais à l'époque du cinéma muet, ces plans étaient entrecoupés de cartons-titres, sur lesquels étaient écrits les dialogues.
Mais avec l'arrivée du cinéma parlant, les dialogues ne sont plus écrits, mais parlés. Et cette nouvelle dimension du cinéma pousse les réalisateurs à utiliser le chant contre chant de dialogue. Charles, even newspapermen have to sleep. I'll call Mr. Bernstein, have him put off my appointments until noon. What time is it? Oh, I don't know, it's late. It's early. Ce procédé reprend les bases du travail de James Williamson, mais adapté à la situation de deux personnages qui se parlent. Tout à l'heure, nous parlions de la règle des 180 degrés. Mais cette règle, qu'est-ce que c'est exactement ? No, you mustn't say it. Eh bien en fait, c'est très simple. Reprenons notre schéma. Nos deux personnages sont face à face, comme tout à l'heure. Et comme tout à l'heure, je ne peux pas les filmer n'importe comment. Alors je trace une ligne qui traverse le décor et qui coupe mes personnages en deux dans le sens de leur regard. Si je mets ma première caméra, celle du champ, à droite de cette ligne pour filmer mon personnage A, je suis donc obligé de placer la deuxième, celle du contre-champ, qui filme le personnage B, du même côté. Pourquoi ? Revoyons à nouveau l'exemple de Matrix. Grâce à la règle des 180 degrés et du champ contre champ de dialogue, Neo se retrouve à droite de son plan, mais avec le regard vers la gauche. Et Morpheus à gauche de son plan et le regard vers la droite. Enfin, on voit pas trop parce qu'il a des lunettes de soleil, mais il regarde vers la droite. Cette opposition de placement et de direction de regard donne instinctivement aux spectateurs l'impression qu'ils sont bel et bien face à face. Ainsi, il est plus naturel de se représenter spatialement l'endroit où se passe l'action. Si l'on plaçait notre deuxième caméra de l'autre côté de la ligne des 180 degrés, le contre-champ serait inversé et nos deux personnages regarderaient du même côté du plan. Donc, on n'y comprendrait plus rien et le tour serait raté. Le champ contre champ a donc vocation à créer plus de lisibilité, de mieux comprendre l'action. Mais il a aussi de l'effet sur ce que nous percevons en le regardant. Certains des meilleurs réalisateurs se sont amusés avec cet outil qui laisse, malgré sa contrainte des 180 degrés, une gigantesque liberté à l'artiste. Cette liberté se traduit par autant de manières de concevoir le champ contre champ qu'il y a de réalisateurs. Passons en revue quelques exemples marquants. Chez certains, il peut être mis de face pour créer la confrontation et de la frontalité. Utiliser la plongée et de la contre-plongée pour déséquilibrer le rapport de force. Mister, my family will pay cash. Whatever ransom you're asking for, they'll pay it. It rubs the lotion on its skin or else it gets the hose again. Faire un champ contre champ sans coupe. Buster Douglas, exactly. The condition he was in some of the later. Look at Ruiz dance around him. The crowd is loving it or hating it. Et parfois, un peu tout ça à la fois. Il arrive même que les réalisateurs choisissent sciemment de briser la règle des 180 degrés pour appuyer leurs propos. Dans ce cas, cette bizarrerie cinématographique n'est pas à considérer comme une erreur, mais comme un effet de style. And you think you've got it in front of you. But next it's 256, and then it's 65,000, and it's behind you and above you and all around you. In 30 steps, it's a billion sick. Et même dans son contenu, le champ contre champ peut appuyer encore plus ce qui sépare les personnages, en les opposant et en les différenciant. Le maître du suspense, Alfred Hitchcock, s'est lui-même amusé avec cette technique pour mettre en confrontation les deux personnages de son film L'Inconnu du Nord Express en 1952 et créer un grand moment de suspense. Attardons-nous un moment sur cet extrait. Ici, le cinéaste ne montre pas les visages de ses personnages, mais leurs pieds. Ils ne sont pas dans la même pièce, mais leurs démarches sont opposées. On a donc la certitude qu'ils vont finir par se croiser. Déjà, on sait que tout les oppose, mais qu'inévitablement, ces deux paires de jambes vont se rencontrer. Cette séquence est vraiment très intéressante, car le champ contre champ brise la continuité spatio-temporelle de sa forme classique. C'est-à-dire qu'il sert à montrer deux sujets qui sont opposés et qui se font face idéologiquement. Même si physiquement, ils ne sont pas vraiment face à face. Mais le champ contre champ est là pour nous le faire ressentir quand même. Dans d'autres situations, le champ contre champ a un pouvoir bien particulier.
Comme la boîte dans laquelle se glisse l'assistante du magicien, il remplit tellement bien son rôle qu'il peut servir à nous faire croire que 2 personnages dialoguent alors qu'un personnage parle tout seul. Par exemple, par le biais d'un miroir. What do you want? I want to help you. But how can I if you won't even tell me? Ou sans rien. Pretty first. No, master. Yes, precious. First, they will cheat you, hurt you. Le personnage bouge, mais c'est le placement de la caméra qui donne l'impression que Gollum est face à lui-même. Un autre paramètre à prendre en compte, c'est l'amorce. À l'écran, une amorce, c'est un autre personnage, ou un objet qui se trouve au premier plan de l'image et qui obstrue une partie de l'objectif. Ainsi, le sujet principal, ou le champ qui l'entoure, est en partie masqué. Ce procédé crée un puissant effet d'immersion. Par exemple, placé derrière l'épaule d'un personnage, nous nous sentons proches de lui. Et à contrario, le sujet principal du plan paraît visiblement menacé par la présence physique de l'autre personnage dans son plan. I don't want to kill you. What would I do without you? Go back to ripping off mob dealers? No, you complete me. Bon, puisque vous êtes encore là, on va pouvoir complexifier un peu les choses. Depuis tout à l'heure, je vous montre des exemples qui suivent les règles. Mais n'oublions pas que la magie, c'est transgresser toutes les règles de la logique. Et comme toutes les conventions du cinéma, le champ contre champ suit des règles qui sont faites pour être transgressées elles aussi. Laissez-moi vous montrer quelques bizarreries du genre. Comme ça. Vous avez vu? On se la repasse. Ça, c'est le champ. Et voilà le contre-champ. Et il est en plan subjectif, c'est-à-dire que l'on voit à travers les yeux du personnage de Robert De Niro. Ce champ contre champ est très fort, car il nous place au cœur de l'action. Le spectateur remplace le personnage. Le but de cette idée de mise en scène est donc l'immersion dans la séquence. Dans d'autres cas, le champ contre champ peut être présent sans pour but d'illustrer un dialogue et montrer la relation entre l'acteur et le décor. En 1956, Henri-Georges Clouzot filme Pablo Picasso en champ contre champ. Et voilà ce que ça donne. Ce qui est intéressant, c'est que le décor utilisé a été pensé pour le champ contre champ. En demandant à Picasso d'utiliser une toile transparente, Clouzot utilise l'outil cinématographique pour représenter l'art et l'artiste. D'une certaine manière, cette séquence est presque magique, parce qu'autrement qu'à l'écran, cette double vision n'aurait pas été possible. Allez, un petit dernier pour la route. Ici, le champ et le contre-champ sont dans le même plan. Encore plus que pour n'importe quelle autre technique, l'artifice est manifeste. Le prestidigitateur nous montre son truc pour mieux nous impressionner. C'est un split screen, c'est-à-dire que l'écran est divisé en plusieurs images. Le spectateur peut voir toute la scène, mais paradoxalement, ce procédé crée une tension folle. Pourquoi? Tout simplement parce que le film ne nous place pas du tout du point de vue d'un des personnages, mais des deux. Nous avons deux points de vue, comme devant les écrans de caméra de surveillance. Et si l'on a besoin de voir à droite et à gauche, c'est que l'on se sait en danger. À la manière de l'extrait précédent, on a ici une double vision qui n'aurait pas été possible sans l'utilisation du champ contre champ. Dans ces trois derniers cas, et comme au début chez James Williamson, il n'a pas de vocation à illustrer le dialogue. Il propose l'assemblage des points de vue. Il permet de voir ce que l'on ne pourrait pas voir par nous-mêmes, avec nos yeux. Il fait mieux que le réel. Et voilà, abracadabra, la fumée se dissipe. Le magicien a disparu. Le rideau tombe, le spectacle est fini. Mais maintenant, nous avons compris une partie du tour. Nous commençons à entrevoir le champ des possibles derrière l'illusion. Le champ contre champ, c'est donc un peu la base de la cinématographie. Et en tant que technique basique des lois du cinéma, il a été décliné de toutes les manières possibles. On pourrait s'amuser longtemps à lister toutes ces itérations à travers l'histoire. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'on en fait ce que l'on veut. Finalement, il représente bien le cinéma en lui-même, une technique régie par des codes, des règles et des lois, mais que l'on peut contourner, tordre et même briser. Mais le plus intéressant, c'est qu'il propose une alternative au réel, une vision améliorée, la duplicité des points de vue.
C'est un outil formidable pour les cinéastes qui ont dû apprendre à le maîtriser pour pouvoir s'en amuser. Car comme le dit l'expression consacrée, pour briser les codes, il faut déjà les connaître. Well, who the hell else are you talking to? Talking to me?